Bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous dresser un bilan d'ensemble et puis je terminerai par quelques éléments de mise en perspective. Alors, pour rappeler quand même le travail que nous avons accompli à l'IRSN depuis un an, puisque régulièrement nous avons recueilli des données publiées au Japon qui ont été de plus en plus nombreuses et ma foi, globalement de qualité satisfaisante. Et donc, nous avons essayé à partir de ces données, ces mesures dans l'environnement, que ce soit des mesures de rayonnement, des mesures, des cartographies de dépôts, des mesures sur des denrées alimentaires. Donc, nous avons fait un travail d'interprétation avec nos propres outils, nos propres modèles. Et donc, je vais vous en faire une synthèse qui sera évidemment sommaire. Alors, ma présentation, elle va traiter de 4 points. Je vais revenir sur les rejets, point important, les rejets dans l'air et leur dispersion atmosphérique. Ça a été la première phase finalement de cet accident. J'aborderai ensuite les dépôts, la formation des dépôts radioactifs et leur évolution à la fois dans l'espace et dans le temps. Je dirai quelques mots, il y a beaucoup à dire là-dessus, sur la contamination de la chaîne alimentaire, des denrées alimentaires, et je terminerai sur la partie marine de l'accident. Alors, tout d'abord, les rejets. Donc, les rejets ont été provoqués évidemment par les relâchements des enceintes de confinement des 3 réacteurs. Ici, on voit une explosion, mais vous allez le voir, d'autres rejets ont eu lieu en dehors de tout phénomène explosif. Et donc, grâce à un travail méthodique d'interprétation et de modélisation de toutes les données environnementales dont nous disposions à l'IRSN, en 2011, on a pu faire une reconstitution plus précise de ce qu'ont pu être possiblement, je vais être prudent, les rejets à l'atmosphère de cet accident. Et donc, vous voyez dans ce graphique une chose importante, c'est que les rejets, on le savait déjà, mais ici, on les a calés plus précisément dans le temps. Les rejets ont eu lieu en une quinzaine d'épisodes successifs, d'importance variable. Les principaux rejets ont eu lieu avant le 17 mars, se sont poursuivis jusqu'au 25 mars. Au-delà, comme l'a dit Thierry Charles, il y a eu d'autres rejets, mais beaucoup plus faibles. Et donc, ce sont essentiellement ces rejets-là qui ont déterminé l'impact environnemental lié à cet accident. Évidemment, ces rejets venaient des différents réacteurs. Donc, on a essayé de reconstituer, en analysant les événements dans les installations, à quel réacteur attribuer ces rejets. Alors, autre élément important, c'est évidemment la quantité rejetée. Alors, je voudrais quand même vous mettre en garde. Je vous ai donné quelques éléments de comparaison avec Tchernobyl, mais vous allez le voir par la suite, ce n'est pas forcément la seule façon de comparer cet accident avec celui de Tchernobyl. Et vous voyez qu'en fonction En gros, il y a 4 grandes catégories de produits radioactifs qui ont été rejetés à l'atmosphère. Ce sont tout d'abord les gaz rares, dont on estime aujourd'hui qu'ils ont été rejetés en quantité comparable à l'accident de Tchernobyl. Ça ne veut pas dire que l'impact de cet accident est comparable à Tchernobyl. Pourquoi ? Parce que même si ce sont des éléments qui paraissent majoritaires, vous voyez, 6550 pétabecquerels, c'est beaucoup. En fait, ces gaz rares ne sont restés que dans l'atmosphère, ils n'ont pas entraîné de dépôt. Ils ont peu contribué à l'exposition des populations par rapport aux autres éléments radioactifs dont je vais vous parler. Et surtout, ces gaz rares sont très majoritairement composés de xénon 133 qui disparaît très vite de l'environnement, qui a une courte période radioactive. Et en fait, c'est essentiellement les iodes radioactifs et les tellures radioactifs qui ont déterminé, vous le verrez tout à l'heure, l'impact à court terme de cet accident. Et pour les iodes radioactifs, sont les plus importants pour nous, donc on estime actuellement, pour les différentes sortes d'iodes radioactifs, à 408 pétabecquerels les rejets, c'est-à-dire à peu près 1/10, 10 fois moins que pour l'accident de Tchernobyl. Au passage, cela montre que les estimations que nous avions faites pendant la crise étaient déjà dans les bons ordres de grandeur. Alors évidemment, on a pu raffiner un peu ces estimations, mais c'est intéressant de le noter. Que ce soit les iodes radioactifs ou les tellures radioactifs, ce sont tous des éléments de courte période radioactive et on le verra, ils vont disparaître très vite de l'environnement. Et j'en arrive à la dernière catégorie, que sont les césiums radioactifs. C'est eux qui vont finalement déterminer les conséquences sur le moyen et le long terme de cet accident. Et donc les rejets de césium, que ce soit du 137, du 134, il y en a d'autres, le 136, représentent environ le tiers de ce qu'a rejeté l'accident de Tchernobyl. Un point qui différencie cet accident de celui de Tchernobyl, et là toutes les mesures dans l'environnement le confirment aujourd'hui, c'est que les autres radionucléides rejetés par l'accident de Fukushima sont en quantité beaucoup plus faible
que ce qui a été rejeté par Tchernobyl. C'est le cas en particulier du plutonium. Aujourd'hui, on est sûr que du plutonium a été rejeté à Fukushima, mais en quantité très faible, au sens où dans l'environnement, on en voit des traces, avec une signature isotopique qui atteste qu'il y a eu un rejet, mais par contre à des concentrations qui sont des milliers de fois plus faibles que ce qu'on observe dans les territoires contaminés autour de Tchernobyl. La raison est simple, c'est que le phénomène d'accidentel est totalement différent. À Tchernobyl, il y a une explosion du combustible lui-même et donc une bonne dispersion du plutonium qui n'est pas facile à disperser. Dans le cas de Fukushima, il n'y a pas eu explosion de la matière combustible. Alors, ici, vous allez voir, une nouvelle fois une simulation. Celle-ci a été mise à jour par l'IRSN en exploitant des données météorologiques beaucoup plus précises et surtout en injectant dans nos modélisations les paramètres de rejet que je viens de vous présenter. Et donc, on voit des phénomènes discontinus de rejet cette fois-ci. Une remarque néanmoins, vous allez le voir, donc, bon nombre des rejets sont partis sur le Pacifique, là où il n'y a aucune mesure. Et c'est la raison pour laquelle je dis que ces estimations de rejet aujourd'hui sont encore provisoires, puisque toute la partie qui allait sur le Pacifique, évidemment, n'a pas été quantifiée de manière aussi précise que sur la partie terrestre. Et donc, ce que montre cette figure, ça va redéfiler normalement, c'est qu'il y a eu des épisodes de rejet. Les premiers épisodes de rejet que l'on voit ici, le 12 mars, le 13, sont partis sur le Pacifique et on peut toucher les terres japonaises, contrairement à ceux du 15 et du 16, qui constituent le premier épisode de contamination de l'environnement terrestre au Japon, qui a été le plus important. Et par la suite, dans cet épisode-là où il ne se passe pas grand-chose, il y a quelques rejets néanmoins qui sont à nouveau partis vers le Pacifique et donc n'ont pas eu d'impact sur les terres japonaises. Et puis un dernier épisode autour du 21-22 mars, qui ont surtout d'ailleurs touché la région de Tokyo au sud parce qu'il y avait de fortes pluies dans cette zone. Alors ça a été vu, c'est un exemple, il y en a d'autres, à l'aide des balises. Il y a des balises au Japon, des réseaux de balises, qui mesurent en permanence le rayonnement gamma ambiant. Et donc, on voit plusieurs phases de mesure. Au point numéro 1, c'était la mesure avant l'accident. Donc, le bruit de fond de rayonnement est évidemment très faible. Et donc, on voit dans la zone en 2, ce premier épisode de rejet situé autour du 15 et du 16 mars. Ensuite, une période d'accalmie, ça c'est la zone 3, mais avec néanmoins un rayonnement ambiant qui était plus important qu'avant l'accident. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des dépôts qui se sont formés à ce moment-là. Et deuxième épisode de rejet sur la partie terrestre, c'est la zone 4, suivie d'une zone calme ici, mais avec un bruit de fond beaucoup plus important qu'au début, toujours à cause des dépôts qui se sont formés. On voit au passage ici que les pics sont plus petits que dans le premier épisode, mais la marge d'escalier ici est plus importante, simplement parce que dans cette zone-là, il a plu au cours de ce deuxième épisode. On est au sud de la centrale de Fukushima. Alors, j'en viens au dépôt, justement. Donc, c'est l'autre sujet important des conséquences environnementales au Japon. Alors, les dépôts, je rappelle, c'est une figure qui maintenant est classique. Ils se forment au moment de la dispersion des rejets dans l'air par deux processus complémentaires. Là où il ne pleut pas, ce sont ce qu'on appelle des dépôts secs, un peu comme je dis toujours la poussière sur les meubles. Et donc, ces dépôts vont affecter toutes sortes de surfaces au sol, quelles que soient leurs orientations. Et à cela s'ajoute, dans les zones où il pleut, ce qu'on appelle des dépôts humides. En gros, c'est l'eau de pluie qui entraîne les particules radioactives. Et là, on a une intensification. C'est un phénomène qui est très efficace en termes de lessivage des masses d'air. Et donc, on a une intensification des dépôts là où il pleut. Alors, ces deux phénomènes combinés ont deux conséquences durables. D'une part, ils contribuent à augmenter le débit de rayonnement ambiant, c'est ce qu'on a vu dans le graphique précédent, mais ils ont aussi une conséquence de contamination pérenne de l'environnement, notamment de la chaîne alimentaire. Alors, ce qui est important, et ça je voudrais insister sur ce graphique, c'est que le dépôt a beaucoup évolué et rapidement évolué peu après sa formation. Nos estimations nous amènent à dire principal de dépôt au Japon, c'est-à-dire au nord-ouest de la centrale de Fukushima. Donc le dépôt s'est formé le 15 mars, plus précisément dans la nuit du 15 au 16 mars. Et on voit qu'à partir du 15 mars, et en l'espace de quelques semaines, du fait de la composition de ces dépôts, qu'on a pu estimer notamment grâce à un échantillon de sol que nous avons pu analyser dans nos laboratoires, donc échantillon que nous avait fourni l'ACRO, et qui nous a permis, grâce aux lois de décroissance radioactive, de remonter finalement à l'origine de la composition d'origine de ce dépôt. Et on voit qu'au tout début, le 15 mars, ce sont essentiellement les iodes radioactifs et les tellures
qui constituait la majorité de ce dépôt. Et très rapidement, comme ce sont des produits à vie courte, on a une diminution. Vous voyez qu'à partir de quelques semaines, on est déjà en dessous de 20% du dépôt initial. Et mi-juillet, on était à moins de 10% de la radioactivité du dépôt du 15 mars. Donc ça, c'est très important parce que vous allez évidemment en conclure, et c'est logique, et c'est juste du surcroît, que l'impact en termes environnementaux et en termes d'exposition des populations, que ce soit dû au rayonnement du dépôt, mais également dû à l'alimentation, s'est concentré en gros au cours du premier mois qui a suivi l'accident, c'est-à-dire du 15 mars au 15 avril. Et aujourd'hui, on est plus dans un régime d'exposition chronique à des niveaux qui sont plus bas. Alors ça a été vu, c'est un exemple donc, d'un échantillon de sol venant d'Itate au nord-ouest de la centrale de Fukushima, dans une zone assez proche, une dizaine de kilomètres. On voit, alors là, c'est la mesure, cette fois-ci, non plus du dépôt, mais du rayonnement globalement émis par ce dépôt, et on voit un profil tout à fait similaire. Donc ce sont deux sources de données différentes qui sont tout à fait cohérentes et qui montrent bien ce que je viens de vous dire. Alors, les dépôts ont été cartographiés au Japon principalement à l'aide de campagnes aéroportées de mesure, et donc là, vous avez une vue globale des dépôts de césium, parce que vous l'avez compris dans le graphique précédent, ce qui va durer dans l'environnement, ce sont les césiums radioactifs, césium 137 et 134. Et donc là, vous avez la carte des césiums radioactifs, où on voit à cette échelle plusieurs choses. Tout d'abord, donc, au nord-ouest de la centrale, là où c'est jaune et rouge, donc ce que j'appelle la zone de dépôt principale liée à l'accident de Fukushima. Alors, toutes ces zones ont été cartographiées non seulement par des campagnes aériennes, mais également par des campagnes au sol pour confirmer les premières évaluations. Ce que l'on voit également sur cette carte, c'est que lorsqu'on s'éloigne de la centrale, on voit des dépôts discontinus, ce qu'on appelle des taches de léopard. Et ça, c'est typiquement une des conséquences des pluies. Là où il pleuvait, les dépôts étaient plus intenses. Et ce que ne montre pas cette carte, c'est qu'en fait, il existe de très fortes variations à l'échelle locale. Quand je dis à l'échelle locale, c'est à des distances de quelques mètres ou quelques dizaines de mètres. Pourquoi ? Parce qu'au moment où le dépôt humide, c'est-à-dire par les pluies, s'est formé, l'eau, évidemment, s'écoule. Il y a des zones où l'eau a concentré le dépôt, d'autres, au contraire, où elle a glissé, notamment dans les zones urbaines, sans laisser de dépôt majeur. Et donc, ça explique pourquoi il s'est formé ce qu'on appelle des points chauds, que les Japonais ont pris d'ailleurs beaucoup d'énergie à cartographier, parce que, évidemment, en milieu urbain, cela peut créer des zones d'accumulation et créer des sources locales d'exposition. Alors, je voulais vous montrer également le césium 137 tout seul. Pourquoi ? Parce que c'est lui, au final, qui va déterminer l'impact sur le moyen et le long terme. Le césium 137, sa radioactivité diminue de moitié tous les 30 ans, vous le savez, je pense maintenant. Et donc déjà aujourd'hui, à l'heure dont je parle, il reste encore 98% du césium 137 qui s'était déposé l'année dernière, alors qu'il n'y a plus que 73% du césium 134. Ça, c'est un an après. Vous voyez qu'en 2020, il y aura moins de 5% de césium 134 dans ce qui reste, enfin, par rapport à ce qu'il était au départ, et alors qu'il restera encore 81% du césium 137. Et donc on voit bien que dans la durée, cette carte des dépôts de césium 137 est représentative de la contamination à moyen et long terme du territoire japonais. J'ajoute que le césium est très peu mobile dans les sols et va rester plutôt dans les niveaux superficiels des sols. En termes de superficie, voilà, vous avez encore quelques éléments de comparaison avec Tchernobyl. Alors, si on regarde partout où il y a eu des dépôts, quelle qu'en soit l'importance, on estime qu'il y a eu environ 24 000 km² de territoire au Japon impactés par des retombées plus ou moins importantes. Mais en réalité, celle qui nous intéresse, c'est-à-dire au-delà de 600 000 becquerels par mètre carré, on peut réellement parler là de territoire contaminé, ça ne représente que 600 km² comparé aux 13 000 à des niveaux équivalents autour de Tchernobyl. Donc c'est quelque part une chance. Ça s'explique d'ailleurs non seulement par la quantité de rejet de césium, mais également par la manière dont il a été dispersé. Souvenez-vous, une bonne partie est allée sur la mer. J'en viens à la chaîne alimentaire. Donc là, évidemment, on s'intéresse aussi bien aux productions animales ou végétales. Au Japon, ce sont essentiellement les épinards, ce qu'on appelle les légumes à feuilles, de manière plus générale, les pousses de bambou, le thé, le riz, le lait, la viande, qui ont donné lieu à un suivi. Il y a également les fruits. Et je vais vous en dresser un bilan rapide. Alors, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que selon les types de denrées, le comportement a été très différent au cours du temps. Les premiers touchés
est fortement touché, ce sont ce qu'on appelle les légumes à feuilles, typiquement les épinards. Et donc on voit ici, entre le 16 mars et mi-juin, comment a évolué la contamination de ces produits. Alors c'est une échelle logarithmique, donc ça veut dire que la décroissance en fait est très rapide au cours du premier mois. On retrouve finalement ce que je vous ai présenté tout à l'heure pour les dépôts. Ce que l'on voit également, c'est que même pour les césiums qui pourtant ont une persistance dans l'environnement, ça décroît également. Pourquoi ? Parce que les épinards continuent de pousser et ils diluent le dépôt qu'ils ont reçu sur les feuilles. Et donc on voit que jusqu'au 15 avril, là je vous ai mis en repère les normes de commercialisation des denrées au Japon, eh bien, alors qu'on est ici souvent assez éloigné de la centrale, on était en dépassement de ces normes. J'ajoute que nous n'avons pas de données sur ce type de produit dans les zones les plus contaminées situées au nord-ouest, probablement parce que ces produits ne poussaient pas au moment où l'accident s'est produit, enfin on le suppose, mais s'il y en avait eu, ils auraient été encore beaucoup plus contaminés que ce que vous voyez ici. Autre exemple, donc ça, ce sont des produits dont la contamination est apparue de manière différée. Il s'agit principalement des pousses de bambou, du thé et des fruits, notamment les abricots, mais il y en a eu d'autres. Et alors là, c'est un phénomène de ce qu'on appelle de translocation, c'est-à-dire que le dépôt qui s'est formé sur l'arbre ou l'arbuste, comme le théier, a été assimilé par la plante, se stocke dans les organes de réserve de la plante, par exemple le bois, et va ensuite être redistribué dans les nouvelles pousses, les nouvelles feuilles de thé, les nouvelles feuilles de bambou, les fruits qui se forment plus tard dans la saison, tout ça par le transport par la sève. Alors ça, c'est un piège, parce que, évidemment, si on n'y prend pas garde, eh bien, on peut, comme on le voit ici, se retrouver avec des valeurs qui dépassent les normes de commercialisation. Et contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure pour les légumes à feuilles, ça ne diminue pas au cours du temps. Et ce que l'on pense à l'IRSN, c'est qu'il est possible que dans la prochaine récolte, 2012, et les suivantes, on retrouve, peut-être pas aussi élevées, mais des concentrations de césium dans ce type de produit. Autre exemple, alors cette fois-ci, c'est le lait et avant le lait, c'est bien sûr l'herbe, puisque la contamination du lait se fait par l'alimentation de la vache. Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, en bleu sombre, vous avez des mesures faites dans ce fameux village d'Itate au nord-ouest sur ce qu'au Japon, ils appellent des mauvaises herbes. Alors, on ne sait pas exactement de quel type d'herbe il s'agit. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la contamination de ces herbes a d'abord été très élevée. Au début, on était, là c'est pour le césium, on dépassait le 1 000 000 de becquerels par kilogramme. On voit une diminution au cours du temps simplement parce que l'herbe pousse, c'est logique, c'est comme les épinards. Et la ligne bleue que vous voyez ici, c'est ce que nous avons pu modéliser en supposant un dépôt de 2 millions de becquerels par mètre carré, ce qui est cohérent avec ce qu'on trouve dans ce secteur. Et donc tout ça colle bien. Si les vaches de ce secteur avaient mangé cette herbe, voilà la ligne rouge, les niveaux de concentration qu'on aurait pu trouver dans le lait si elle l'avait réellement consommé. Et donc c'est pour ça qu'à l'époque, l'IRSN on avait dit faites très attention au lait, parce que là on aurait pu atteindre des niveaux, vous voyez, frôlant les 100 000 becquerels par litre de césium, encore plus pour l'iode, parce que ça fonctionne de la même façon. En réalité, lorsqu'on regarde les mesures obtenues dans le lait venant de ce secteur, elles sont à peu près 100 fois plus basses que ce qu'on aurait pu attendre, probablement parce que le bétail à cette époque était nourri non pas par de l'herbe fraîche, mais par du fourrage de l'année précédente, faiblement contaminé. Donc ça, c'est important parce que là, ça va dans le bon sens, mais peut-être qu'avec d'autres modes de culture ou à un autre moment de l'année, on aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Je ne vous présenterai pas la viande, mais c'est le même principe. On aurait pu atteindre des niveaux très importants dans la viande si le bétail avait consommé cette herbe. Certes, il y a eu de la contamination dans la viande due à la consommation de fourrage contaminé de la paille de riz, mais à des niveaux beaucoup plus faibles. J'en viens au domaine marin. Alors, donc, je rappelle ici les fortes concentrations qui ont été mesurées dans l'eau de mer juste après l'accident, à partir du 21 mars. Ça a duré, on voit que ça augmente progressivement aussi bien pour l'iode que pour le césium, jusqu'autour du 6 avril, date à laquelle TEPCO a maîtrisé les principales fuites d'eau qui se dirigeaient vers la mer. Et depuis cette date, ça s'est poursuivi bien sûr par la suite, on voit une décroissance aussi bien de l'iode que le césium dans l'eau de mer. Alors pourquoi cette décroissance ? Simplement parce que l'eau est brassée en permanence, elle est transportée par les courants. Et donc, en gros, cette décroissance, ça veut dire que le césium disparaît de l'eau de mer de ce secteur de moitié toutes les semaines. Donc il y a un phénomène
dilution, de dispersion qui a été particulièrement efficace au Japon. Donc nous avons pu, en regardant cette décroissance, et en faisant un travail que je ne vais pas développer ici, reconstituer une estimation de ce qu'a pu être le rejet de césium-137 dans l'eau de mer. C'est évidemment une valeur très importante. Et nous avons pu également, avec l'aide de l'IFREMER, voir comment a pu se disperser ce rejet. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un effet d'étalement sur l'ensemble de la frange littorale de la centrale. Donc, à gauche, vous avez l'échelle locale. Ici, c'est l'échelle régionale. Alors, attention, l'échelle ici n'est pas la même. Ici, on voit les plus faibles concentrations. Et donc, on voit progressivement le panache marin se diriger au large. Et là, très rapidement, il est repris par des courants pacifiques extrêmement puissants. Ce qui fait qu'à partir du milieu du mois de juillet, les concentrations de césium, même proches du littoral de Fukushima, sont passées en dessous des limites de détection. Voilà. Je finis sur les denrées marines, les poissons, où là, on n'observe pas le même phénomène. C'est intéressant, c'est que ce n'est pas parce que le césium a disparu de l'eau de mer qu'on ne voit plus rien dans les poissons. Et on voit que même à l'automne, début de l'automne 2011, on avait du césium dans les poissons et parfois même des dépassements des limites réglementaires. Alors, les premiers poissons contaminés observés au Japon, c'était les fameuses anguilles des sables, où on a atteint des niveaux assez importants, mais on voit qu'au cours de la saison, notamment tous les points qui sont un peu en rose, on avait des contaminations assez élevées. Ça tient au mode de vie de l'animal. En particulier, les points en rose, ce sont des animaux qui vivent à la fois dans l'eau de mer, mais qui remontent aussi dans les fleuves, et qui sont allés se contaminer dans les fleuves pollués par les retombées radioactives, les dépôts qui continuent d'être ruisselés, ravinés par l'eau de pluie. Alors, pour terminer, donc, un an après, donc, où est-ce qu'on en est et surtout, quelles sont les perspectives? Alors, tout d'abord, il faut reconnaître qu'il y a eu un effort important de fait au Japon pour caractériser l'environnement à l'aide de mesures, notamment la cartographie des dépôts et la recherche de points chauds dans les zones habitées, mais également la surveillance des denrées. Juste un petit bémol néanmoins, il faut savoir que la connaissance des dépôts est vraiment une information stratégique pour la gestion post-accidentelle d'un accident, notamment en termes de protection. Il faut reconnaître qu'au Japon, ces cartes sont arrivées assez tardivement, les premières courant avril et les premières cartographies complètes dans le courant de l'été. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Autre point, autre bémol, sur la surveillance des denrées, c'était souvent une surveillance réactive, c'est-à-dire c'est à la découverte de premiers signaux de contamination dans telle ou telle catégorie que s'est mis en place un dispositif de surveillance. Il aurait été préférable de l'anticiper pour prévenir éventuellement des problèmes. Autre point, c'est que, vous l'avez vu, tout au long de cette année écoulée, que ce soit dans le milieu terrestre ou dans le milieu marin, la contamination initiale due à l'accident a fortement décru. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, loin s'en faut, et principalement à cause des radionuclides à vie courte qui ont quasiment disparu, mais ça veut dire également que les risques d'exposition à l'accident ont décru de la même manière, et donc les risques étaient évidemment beaucoup plus élevés au moment de l'accident et dans le mois qui a suivi qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte différent, on est dans un contexte d'exposition chronique à des faibles niveaux de dose, certes, mais qui peuvent s'accumuler au cours du temps si on n'y prend pas garde. Alors, aujourd'hui et pour de nombreuses années, c'est-à-dire l'année prochaine, je vous dirai la même chose, nous sommes maintenant dans un état de contamination chronique et pérenne de l'environnement, tout ça à cause des césiums, et notamment du césium-137. Ça veut dire en clair que le retour dans les territoires les plus contaminés qui ont été évacués supposera en amont un travail de nettoyage, d'assainissement, ce que veulent faire d'ailleurs les autorités japonaises. Ils ont décidé fin décembre de mettre en place un programme d'assainissement avec des objectifs en termes de doses, mais ça demande des moyens, de l'argent évidemment, de la technique, mais également cela génère des déchets, donc ce n'est pas gagné. Autre point, c'est la contamination agricole. Vous avez vu que selon les types de produits, ça diminue, mais dans d'autres cas, ça ne diminue pas. Ça veut dire qu'il faudra rester vigilant sur certains types de produits, et ça dépendra beaucoup de la qualité des pratiques agricoles, puisqu'en fonction que ce soit pour la culture ou pour l'élevage, en fonction des pratiques, on peut essayer d'atténuer l'impact des dépôts permanents. Et enfin, bien garder en tête que les milieux naturels, notamment les forêts, et sur de très longues années, resteront les endroits les plus vulnérables à ces dépôts, que ce soit les arbres même, mais également les champignons, les gibiers. Et tout ça nous amène aussi à avoir un certain nombre de questions d'ordre scientifique qui restent à approfondir aujourd'hui.
Alors le milieu marin, c'est une grande différence avec Tchernobyl, c'est que là on a eu un rejet important en mer, il y en a encore aujourd'hui, même s'ils sont plus faibles, et donc comment tout ça va impacter le milieu marin dans la durée, ça reste à étudier. Comment va évoluer, j'ai parlé du milieu forestier, donc comment va évoluer cette contamination dans le milieu forestier et tous les bassins versants, c'est une zone qui en partie est montagneuse. Et puis également, un sujet qu'on évoque peu jusqu'à présent, c'est quels sont les risques possibles pour les écosystèmes qui ont été impactés par les retombées radioactives, que ce soit les milieux terrestres, aquatiques ou marins. Et donc, à cet égard, l'IRSN, comme l'a dit Jacques Repussard tout à l'heure, a commencé à engager des collaborations scientifiques au Japon, essentiellement de deux façons pour le moment, mais on en attend d'autres. D'une part, en participant aux campagnes de mesure sur la partie terrestre. Donc, nous avons participé à la campagne de l'hiver dernier, avec nos collègues du JAEA. Par ailleurs, nous avons, comme l'a dit Jacques Repussard, engagé un programme d'études sur l'impact possible des dépôts radioactifs sur les oiseaux dans les territoires les plus contaminés. Donc, nous avons commencé à sélectionner des stations d'observation, et donc il y a un certain nombre de paramètres biologiques qui vont être suivis pour suivre l'impact éventuel sur essentiellement la reproduction et la dynamique des populations, et également la fécondité de ces oiseaux. Voilà, j'ai terminé.